Bonjour à tous. Le tueur avait gravé 666 sur sa porte. Explication dans cette vidéo. Martine Amossé doit bien se l'avouer, même la porte de l'appartement de son fils fait flipper. Cette peinture rouge sang, ce 666, le nombre du diable, gravé dans le bois. Mais en cette mi-décembre, ce n'est pas son garçon qu'elle vient voir. Elle va frapper à côté, au numéro 2. Le voisin apparaît. Bonjour. Je voulais juste vous dire que votre femme et vous n'avez plus à vous inquiéter. Mon fils Alban va être interné. L'homme ne cache pas son soulagement. Après un bref échange, il referme sa porte. Et Martine regagne son pavillon. Sans qu'on lise d'apaisement dans son regard anxieux. Y croit-elle vraiment? Va-t-elle vraiment alerter les médecins de l'hôpital psychiatrique? N'est-elle pas plutôt en train de se mentir, une fois de plus? Cela fait 30 ans que Martine a emménagé au 21 de l'allée Louis-Deluc, à Saint-Nazaire. Le quartier résidentiel sortait à peine de terre quand on a vu arriver cette petite femme blonde avec sa valise et son gamin de 8 ans. Une maman courageuse, aide-soignante de nuit au centre hospitalier sur le site d'Alex. Pas facile de concilier vie de famille et vie professionnelle quand on élève seul un enfant. Pourtant, on ne l'a jamais entendu se plaindre ni regretter l'absence du père d'Alban. On se rappelle qu'il venait voir son fils au début. Mais ça n'a pas duré. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé, Martine a toujours refusé d'en parler. Pourtant on sentait qu'il y avait quelque chose de pas net dans l'histoire. Le petit Alban? Un gamin mignon, bien élevé. Après les cours au collège Jean de Néman, il allait souvent chez des voisins, au numéro 19, faire de la balançoire avec leur fille. Et puis, un jour, brusquement, il a cessé d'aller à l'école. Des problèmes de santé, a brièvement dit Martine. En réalité, son fils avait été diagnostiqué schizophrène et enchaînait déjà les séjours en hôpital psychiatrique. Dans la petite impasse, tout le monde était au courant, mais on se gardait bien d'évoquer le sujet. Et les années ont passé. Devenu adulte, Alban a pris son indépendance. Sa mère lui a trouvé un logement dans un immeuble HLM à 500 mètres de chez elle, boulevard Sunderland. Idéal, pour continuer à veiller sur lui rendre visite, lui apporter son linge lavé et repassé. Mais ce n'est tout de même pas une situation satisfaisante. À 38 ans, Alban ne travaille pas, fume du shit, tient des propos incohérents. Il a déjà été interpellé pour trafic de stupéfiants et outrage public. C'est un souci majeur pour sa mère. Que deviendra-t-il quand elle ne sera plus là? Cette question la ronge. Désormais à la retraite, Martine s'efforce malgré tout de garder une forme de régularité dans sa vie. Elle s'occupe avec amour de son pavillon, de son jardin. Chez elle, tout est impeccable. Façade, volets, pelouse, potager aux rangées de légumes parfaitement alignés. Une maison modèle. Mais quand tombe la nuit, changement d'ambiance, il arrive qu'Alban vienne hurler sous ses fenêtres comme un démon. Il cogne sur la porte du garage, sur les volets, pour essayer d'entrer. Pétrifiée chez elle, dans le noir, Martine voit sa silhouette derrière la vitre de verre fumé de la porte d'entrée. Elle ne bouge pas, ne répond pas. Elle attend qu'il se calme, qu'il reparte chez lui. Jusqu'à la crise suivante. Ces derniers temps, la pauvre femme se barricade chez elle jour et nuit, volets fermés. Mais elle n'est pas la seule à subir les délires de son fils. Boulevard Sunderland, les voisins de l'appartement mitoyen d'Alban sont aux premières loges. Ils l'entendent pousser des cris, donner des coups dans les portes, les placards, les meubles. Terrorisés, leur fille cadette se réfugie dans le lit de sa grande sœur quand le malade se déchaîne et hurle la nuit. Parfois, on le voit gesticuler tout seul dans le hall de l'immeuble. Un type brun, barbu, ni grand ni petit, d'aspect banal. Mais complètement dingue. Jusque-là, Alban n'a encore physiquement agressé personne, mais il est clair que son état s'aggrave. On l'entend brailler dans la rue qu'il est poursuivi, qu'il entend des voix. Sa mère devrait le faire interner, ou au moins demander de l'aide. Seulement voilà, c'est pour elle un sujet tabou. Dès qu'on évoque son fils, elle blêmit et se ferme comme une huître. Ses voisins du numéro 19, qu'elle connaît depuis 30 ans, qui sont devenus des amis, n'ont eux-mêmes jamais pu aborder le sujet avec elle. Trop douloureux? Sans doute, mais pas seulement. En réalité, Martine s'est enfoncée dans le déni. Elle a réussi à se convaincre que si elle ignorait le problème, il finirait par disparaître de lui-même. Quelle erreur! Mi-décembre, on l'a vu, elle semble pourtant avoir enfin compris qu'elle ne pouvait plus différer l'inévitable. Elle informe le voisin qu'il n'a plus à s'inquiéter, son fils va être interné. Mais le 25 décembre au soir, il est toujours là. La voisine est à table avec ses filles quand elle entend sonner à sa porte. C'est lui. Ça va pas, bredouille-t-il. Ma mère veut me faire enfermer. Au milieu d'un déluge verbal inintelligible. La femme croit deviner qu'Alban voudrait appeler la police de chez elle. Mais pas question de le faire entrer,
elle est seule avec les deux petites. Elle l'invitait gentiment à regagner son logement, à se poser, à regarder la télé. Elle lui offre même une part de leur repas de Noël, une cuisse de poulet. Puis elle ferme la porte et donne 2 tours de clé. Elle s'en est bien sortie. Tout le monde, malheureusement, n'aura pas cette chance. Le dimanche 1er janvier, après un nouvel épisode de coups violents frappés dans les portes. Le voisin de Martine voit Alban sortir de chez sa mère, plus halluciné que jamais. Le garçon, alors, s'avance vers lui. « Je vais vous expliquer, monsieur », bafouille-t-il. « Ma mère est morte. » Ses yeux sont égarés, injectés de sang. Il est en pleine crise. Le voisin recule. « Non, non, Alban, qu'est-ce que tu me racontes là? Reste où tu es. » Le pauvre garçon délire certainement, comme toujours, mais l'homme décide quand même d'appeler la police. C'est vrai qu'on n'a plus croisé Martine depuis plusieurs jours. Ses volets sont restés clos, mais cela n'a rien d'inhabituel, la malheureuse vit barricadée. Comme ce sont les fêtes, on s'est dit qu'elle était partie quelque part, dans sa famille, loin de Saint-Nazaire. Hélas, Martine n'a jamais quitté son domicile. Les policiers et les pompiers qui enfoncent sa porte la découvrent étendue sur le sol, morte, le visage marqué par de multiples coups, le crâne brisé. L'autopsie révélera que son décès remonte à une dizaine de jours. Son fils est interpellé peu après alors qu'il erre dans les rues, hagard. Il est interné d'office dans un hôpital psychiatrique. A-t-il eu une crise de violence en découvrant que sa mère voulait le faire enfermer? Venait-il de commettre l'irréparable le soir du 25 décembre, quand il a sonné chez sa voisine et demandé à appeler la police? Impossible d'obtenir des réponses pour le moment, Alban n'est pas en état d'être interrogé. Dans l'allée Louis Deslucs, à Saint-Nazaire, l'année 2023 a débuté sous le double signe de la tristesse et de l'effroi. Martine était une figure du quartier. On la connaissait depuis toujours, on avait vu son petit garçon grandir. Quelle fin abominable! Cette histoire nous hante, souffle sa voisine et amie, au numéro 19. On met au monde un enfant, on l'élève, et au final il vous tue. C'est affreux. Tout le monde se sent coupable. Martine ne voulait pas parler de ses problèmes, on a respecté son choix, mais à présent on le regrette. Les habitants du quartier se disent qu'ils auraient dû insister, la sortir de son silence. La convaincre que la place de son fils était à l'hôpital psychiatrique, ne serait-ce que dans son propre intérêt. Martine se serait sans doute fâchée, mais quelle importance? Elle serait peut-être en vie aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.